Salut tout le monde et joyeuse Halloween. Voilà, vous voyez, donc on a un peu changé, donc on est passé du côté obscur de la force. C'est ça. Lui, Marceau, il s'est réveillé en pleine lune et ça, j'étais un peu poilu. Et moi, du coup, j'ai regardé Entretien avec un vampire et puis d'un coup, j'ai pas compris ce qui s'est passé. Brad Pitt est arrivé, Tom Cruise, et voilà. On est très content de vous retrouver et on voulait faire une vidéo spéciale Halloween. On est le 31 octobre et on va vous parler pas seulement de comics, on va parler d'un film, on va revenir un peu sur les débuts des comics dans l'horreur et un peu une sélection, nos coups de cœur qu'on a eu, alors pas forcément récemment, c'est un peu ce qui s'est passé dans l'année. Ça par exemple, c'est récent, ça s'est sorti il y a quelques mois. On a de l'indé, on a de la licence, voilà, on a un peu de tout. On va commencer du coup avec Werewolf by Night, qui est sorti sur Disney+ en début octobre, je crois. Ouais, tout début octobre, il me semble. Ouais, c'est ça. Donc est-ce que Marceau, tu peux revenir un petit peu sur l'histoire de ce film? Bien sûr. Du coup, c'est la une des dernières productions de Marvel Studios. Donc, pour le coup, ils ont un peu changé leur formule. C'est ni un long métrage, ni une série. En fait, c'est un peu comme un moyen métrage. C'est un film qui dure une petite heure. Donc, ça doit faire une cinquantaine, entre 50 minutes et 1 heure. 57 minutes, je crois. Ouais. Et pour le coup, du coup, c'est une adaptation du comics du même nom, donc Werewolf by Night, qui était une série de comics qui est parue dans les années 70. Et dans ce court-métrage, du coup, Marvel a repensé un peu sa formule et elle nous offre un film en noir et blanc déjà, avec une ambiance un peu plus sombre que ce qu'ils font d'habitude. Donc ce qui est toujours agréable quand on nous propose quelque chose d'original. Et du coup, ça va parler d'une réunion de chasseurs de monstres. Donc on sait juste que c'est des chasseurs de monstres qui se réunissent dans leur château, dans leur grande demeure, parce que le chef des chasseurs de monstres en gros est mort et du coup ils doivent se livrer à une compétition pour chasser un des monstres et gagner un gros lot. Celui qui arrivera à le tuer le premier gagnera la pierre de sang. C'est ça qui est une relique très très puissante pour les chasseurs de monstres et on va voir un peu tout ce qui se passe autour de ça. Peut-être que tous ne sont pas vraiment des chasseurs de monstres, peut-être que l'identité du monstre en question est importante. Donc voilà, tout va tourner un peu autour de ça. Ouais, c'est ça. Donc voilà, ça c'est un peu le synopsis de base. Pour revenir un peu sur l'avis général, on va pas faire une partie avec ou sans spoil, on va complètement rentrer dans le vif du sujet. J'ai passé un excellent moment. Alors moi, au début, j'ai eu un peu peur parce que je ne suis pas très film d'horreur. J'avoue que j'ai très très vite peur, mais bon, ça c'est moi. Et j'aime beaucoup ce côté déjà rétro. Le noir et blanc, il fonctionne à merveille. Il y a une ambiance en fait où on est plongé complètement dans cet univers inédit dans Marvel, parce que en plus dernièrement côté Marvel, on est sur quelque chose avec de l'humour, avec beaucoup de couleurs. À partir de Gardiens de la Galaxie, le côté pop est revenu à la mode, si on peut dire. Je peux citer aussi Thor Ragnarok ou même le dernier Thor Love and Thunder. Et là, voilà, on revient un peu au film des années 40, 50. C'est ça, un bel hommage, finalement, et même une mise en scène qui est intéressante. Finalement, sur les personnages, on est concentré sur 3-4 personnages, pas plus. Et sur un espace, quoi. Donc, c'est assez centré. Ça permet de pas trop s'égarer, de pas partir sur quelque chose, de trop compliqué et finalement hyper accessible pour le grand public. En fait, on n'aurait pas mis le mot Marvel, ça aurait marché aussi, tu vois. Exactement. Franchement, j'ai passé vraiment un super bon moment avec l'idée du monstre qui est pas mal. J'étais assez surprise parce que je m'attendais vraiment à donc on parlait une réunion de chasseurs pour récupérer la pierre de sang et devenir le grand chasseur le du roi clan. Des chasseurs le roi des chasseurs. Et en fait, ça prend je me suis dit, voilà, ça va être une chasse à la mort et un truc avec qui va montrer crescendo pour monter dans la hiérarchie. Et tout de suite, il y a un truc très doux avec le personnage de Jack qui est là pas pour chasser le monstre, mais pour l'aider. Ouais, exactement. Donc le monstre s'appelant Ted. Et du coup, je me suis dit, ok, il y a un mélange des genres qui est vachement cool. Je sais pas ce que t'en as pensé. J'ai vraiment beaucoup aimé aussi. Je trouve que c'était une proposition très originale qui nous faisait. Effectivement, le côté noir et blanc et même un peu lent parfois donne un côté vraiment film des années 30, avec les premiers Dracula, le Frankenstein de James Whale, des choses comme ça et qui font très très plaisir à voir. Alors moi, je suis très très friand de films d'horreur. Du coup, c'est pas un film, je pense, qui est destiné à faire peur, surtout à ceux qui
qui regardent beaucoup de films d'horreur. C'est pas un film qui va te faire sursauter, qui va t'angoisser. Mais par contre, ils ont cherché à créer une ambiance, à rendre hommage à cette époque, aux films de genre de cette époque. Ça fait même penser parfois au Dracula de Christopher Lee, au film de la Hammer, etc. Et c'est vraiment très très agréable, oui. Il y a tout un côté vraiment dialogué qui est, je trouve, vraiment assez intéressant. Il y a finalement assez peu d'action dans le film et ça fait un peu plaisir de voir que Marvel sait aussi prendre des projets qui prennent un peu leur temps, qui posent des enjeux avant de tomber directement dans l'action. Oui, et finalement dans la facilité, on l'a vu aussi avec She-Hulk. Alors moi, du coup, j'ai vu ce film après She-Hulk. Je l'ai vu là récemment et il y avait quelque chose quand même, on a l'impression de revenir un peu aux bases fondamentales que peut être le cinéma et pas forcément se ramener au genre héroïque ou au genre horrifique et d'aller sur juste un film avec la force du dialogue et la force voire du silence, voire de la lenteur. Et ça, j'aime bien parce que j'ai l'impression qu'aujourd'hui, tout va super vite et qu'on met vraiment un point d'honneur à tout de suite présenter le personnage. Tu vois, moi, j'aime beaucoup l'intro. On a tous ces chasseurs, etc. On a cette fille, Elsa, qui est en fait la fille du grand chasseur qui est mort, du roi des chasseurs, comme dit Marceau. Et il y a pas forcément, tu sais, une fiche Wikipédia qui suit ce perso en disant avant elle était là et elle a fait ça, nanana, et pourquoi elle connaît lui. Mais c'est pas grave. T'en as pas besoin. Oui, c'est clair. Et limite, c'est ça qui m'intéresse le plus dans ce film-là, c'est comment t'arrives à faire rentrer des personnages, à te les présenter sans dire quoi que ce soit, parce que même l'autre personnage, on va dire principal, qui est du coup le loup-garou, Jack, t'en sais pas plus sur lui, même à la fin du film. En même temps, on n'a pas besoin d'en savoir plus parce que c'est juste, on nous livre cette histoire et voilà, ça suffit. Il n'y a pas besoin de développer l'univers sur des milliers de minutes ou même de films pour que ça marche. Ouais, du coup, il n'y a pas besoin de ça. Ouais, complètement. Peut-être un petit point à aborder aussi, vu notre make-up, c'est un peu les effets spéciaux. Alors on a parlé que c'est en noir et blanc, donc du coup, ça permet aussi une autre ambiance, mais on a cet effet sur le monstre de Ted qui est plutôt intéressant, qui est du coup Man-Thing du coup, et même sur le loup-garou, tu lui ressembles. Bah ouais, c'est ça, je suis beaucoup inspiré. C'était fait exprès. Non, mais j'ai bien aimé aussi, t'as ce... Je suis désolée du coup pour la ref, mais j'ai un peu pensé à Teen Wolf. C'est une série que j'ai beaucoup aimée. Non, mais on n'est pas, ils sont pas allés sur le 3D ou le CGI à 100%. Le perso a encore son pantalon et tu sens que il y avait une sorte un peu de, comment expliquer, un peu vraiment les vieux films ou la vieille série Hulk, tu sais, ils l'ont rajouté un peu des muscles comme ça, mais ils l'ont pas fait partout. Ça fait un peu c'est sûr qu'il y a un côté un peu série B de films qui étaient un peu fauchés à l'époque et qui faisaient avec les moyens du bord. Là on retrouve alors c'est clairement pas ça puisque Marvel a quand même mis un peu d'argent dedans, mais il y a un côté ils ont essayé de recréer cette ambiance là, c'est vraiment très agréable et on sent que c'est un projet assez sincère. Ça parle de ce cinéma-là, mais ça en parle avec beaucoup de bienveillance. Et c'est vraiment très agréable parce que c'est un vrai hommage en fait à ce cinéma-là des années 30, 40, 50 et aux films qui étaient un peu désargentés et qui galéraient un peu, et on voit que il y a beaucoup de sincérité dans le projet. Complètement. Mais du coup, une vraie question, même si vous avez envie d'en répondre en commentaire, c'est un peu un ovni. On sait aujourd'hui qu'on va repartir là en novembre sur Black Panther. Il y a eu une annonce récemment sur un film de Noël autour des Gardiens de la Galaxie. Donc, est-ce que finalement, t'aimerais pas avoir un peu plus de contenu comme ça ? Est-ce que ça marcherait aussi ? Tu vois, parce que si on lance toute une série sur ça, ça perdrait peut-être en valeur par rapport à un film comme ça dans l'année ou un film tous les 2 ans. Ouais, après, clairement, je pense que ce qui marche dans ce film, c'est rien que le fait de changer leur formule, changer la formule un peu, mélange action, humour. Là, je demande pas un film d'horreur comme ça tous les ans, mais par contre, des petits courts-métrages ou même incorporer ça dans leur série ou dans leur long-métrage qui sortent au cinéma, les un peu briser le ton qu'ils adoptent d'habitude. Je pense que les publics seraient friands de ça, parce que on voit qu'il y a quand même dans les commentaires des gens
qui vont voir les films Marvel pas mal de lassitude. On commence depuis longtemps en plus à répéter que c'est quand même beaucoup la même chose, même si chaque chose apporte son lot de nouveautés et tout ça. Il y avait Doctor Strange, le dernier, qui essayait d'aller sur une voie, mais on sentait quand même que c'était un peu bridé. Oui, après il y a aussi l'idée que même si les formules nous ne conviennent pas, on avait fait la critique de She-Hulk ou même de Love and Thunder où on n'avait pas forcément apprécié, ça a le mérite, et je sais qu'une personne avait dit ça en commentaire et c'était tout à fait justifié, de mettre en avant le personnage. Aujourd'hui, She-Hulk est connu. Oui. Tu vois, c'est ça qui est important. Aujourd'hui, même si Werewolf by Night n'a pas forcément une extra com, on parle quand même de comics old school qui est fondamental dans l'histoire du comics en général. Donc, tu as une vraie mise en avant de personnages où on sort du triptyque Captain America, Iron Man. Voilà. Maintenant, on s'ouvre un peu plus, on étend l'univers. Ah oui, totalement. C'est vraiment hyper important de mettre en avant des personnages comme ça, rien que pour les faire connaître au grand public, peut-être apporter un nouveau regard aussi sur les comics, mettre ces comics-là sous le feu des projecteurs. Ouais. C'est hyper important, et c'est le boulot que sont censés faire les films normalement. Alors au bout du 4e Thor, ça marche plus, mais par contre, des petits projets comme ça. Il y en aura encore un, donc peut-être que ça va marcher au bout du 10e. Il faut comprendre qu'il faudrait arrêter de faire des films sur Thor. Mais ouais, c'est clair que des petits projets comme ça peut clairement permettre de mettre en avant ces projets-là, et c'est très très bien. En tout cas, c'est vrai, moi j'en redemande encore. S'il y a d'autres petits pépites de films comme ça, je prendrais volontiers pour peut-être donner un peu de respiration à tous les blockbuster, gros film qu'on a en ce moment, qui attention, un blockbuster n'est pas un mot péjoratif, je passe un très bon moment côté d'ici, j'ai passé un bon moment sur Black Adam, et on n'est pas sur un film d'auteur, mais là il y avait une sensation, il y avait un truc particulier. Comme on m'a dit, comme j'ai dit en intro, on va pas parler seulement de films, on va parler de comics, voilà, pour cette vidéo spéciale Halloween. Et Marceau, tu voulais revenir un petit peu sur l'histoire du comics d'horreur. Alors juste avant, on avait fait une vidéo sur ça avec Demoiselle d'horreur, youtubeuse qu'on embrasse, qu'on apprécie beaucoup. On était revenu avec Jimmy sur les différents styles, les différents codes, et comment l'horreur s'est installée en tant que genre dans le comics. C'est ça. Du coup, dès le début du comics, l'horreur a été un genre vraiment très important pour le comics. Il y avait beaucoup de comics d'histoire d'horreur. Il y avait, à la base, il y avait 3 genres qui dominaient. Du coup, il y avait déjà le super-héros, il y avait le polar, et il y avait le comics d'horreur. Avec des comics qui parlaient de vampires, de zombies, de loups-garous, avec de toutes sortes de créatures, et qui avaient vraiment déjà cette ambiance assez sombre. Et, sauf qu'il y a eu un petit problème, c'est qu'il y a un livre qui est paru qui s'appelle La séduction des innocents, qui critiquait à quel point le comics pervertissait les âmes des jeunes enfants, les âmes pures des jeunes enfants. Et là est arrivé le Comic Code Authority. C'est ça. Et les pousser à être des tueurs sanguinaires, ceux qui lisaient des comics. Donc, ce qui est relatif aujourd'hui aux jeux vidéo. C'est ça, maintenant ça s'est calmé, mais bon, il y a eu une grosse période quand même. Où les jeux vidéo étaient la faute, avait beaucoup de tort. Mais du coup, comme tu l'as dit, il y a eu le Comics Code Authority qui a été appliqué, qui était une forme d'autocensure en fait, que les éditeurs s'imposaient pour pouvoir publier leurs comics et les diffuser dans des kiosques. Sinon, s'il y avait pas ce petit saut du Comics Code Authority, les comics pouvaient pas être vendus en kiosque, ce qui créait d'énormes pertes de vente. Et ce Comics Code Authority interdisait tout simplement toutes les histoires d'horreur. Donc ça interdisait évidemment de parler de sujets qui étaient un peu tabous, genre le sexe, etc. Mais interdisait de toute manière les armes. Et même rien que le genre de l'horreur, même s'il y avait pas de sang ou quoi, on n'avait pas le droit de faire de l'horreur. C'est-à-dire que s'il y avait un vampire, juste un vampire, le personnage, sans rien autour, ça comptait quand même pas pour le Comics Code Authority. Ça connote l'horreur. Donc, c'est ça. Et du coup, il y a une grosse période de creux au niveau du comics d'horreur dans ces années-là, forcément, parce que sinon, il ne pouvait pas se vendre. Et c'est un peu là que le super-héros a totalement pris son envol, puisque c'était un des seuls genres qui était approprié pour le Comics Code Authority, même si là aussi il y avait de l'autocensure. Le polar, on peut même pas en parler, puisque comme le comics d'horreur, ça marchait pas du tout. Et ça a duré jusqu'aux années 70. C'est dans les années 70 où a commencé ce qu'on appelle l'âge de bronze des comics, où les éditeurs se sont
se sont mis à refaire des récits beaucoup plus matures, beaucoup plus orientés vers l'horreur. Et on a eu le droit à plusieurs séries d'horreur, dont Le Tombeau de Dracula, dont on a un exemplaire ici. C'est ça qui est un des premiers grosses séries d'horreur de l'univers Marvel, qui parle justement de Dracula qui va se faire réveiller. C'est un comics très important pour l'histoire des comics. C'est là-dedans qu'est apparu pour la première fois le personnage de Blade, qui est maintenant un personnage phare de Marvel. Et qu'on verra probablement dans les films. C'est ça. C'est également dans ces années-là qu'on a eu l'apparition de Morbius, le méchant de Spider-Man, dont on va pas parler du film. Mais, non. Mais il y a eu aussi, du coup, là, le comics Werewolf by Night, à peu près en même temps que Le Tombeau de Dracula, qui a vu l'apparition de Moon Knight, qui est aussi un des personnages maintenant phares et iconiques de l'univers Marvel. Du coup, depuis ces années-là, il y a quand même un retour un peu aux comics d'horreur. Et ça fait du bien, parce que c'est un genre vraiment très intéressant qui permet de faire des histoires très intéressante, on est pleinement libre de son sujet. Et puis du coup, ça nous permet aussi de toucher un nouveau public. C'est-à-dire que le moment où on connote le comics comme le genre super-héroïque n'est plus vrai. On peut aujourd'hui avoir des styles où on va explorer le post-apocalyptique, on va explorer les guerres nucléaires. Je pense à Giger il y a pas longtemps chez Urban Comics. Et là, aujourd'hui, on le constate avec le comics d'horreur. On a aussi un regain un petit peu côté éditeur. Sur Urban Comics, il y a tout un label qui a été dédié, le Hill House Comics. Alors, on l'a pas mis ici, mais c'est un de mes coups de cœur aussi, c'est Basketful of the Head. Il y a eu la suite là récemment. Il y a eu aussi Plunge qui explore un peu l'univers Lovecraftien. Je trouve ça très cool qu'il y a tout un pan qui s'ouvre. Là, on peut le voir avec iComics qui a aussi sorti une petite pépite en 2 tomes. On n'a pas eu le 2e tome ici sur The Plot. Et sans le vouloir, avec les différents titres qu'on a là, on va explorer aussi différentes thématiques. C'est-à-dire qu'on n'a pas juste le côté slasher, on n'a pas juste le côté vampire. On a aussi de la violence. On a aussi là un côté un peu plus effrayant avec des ombres, quelque chose de plus doux, avec du suspense aussi. Ça fait partie aussi du genre horrifique. Donc il n'y a pas eu seulement l'essor de l'horreur, il y a eu l'horreur et tous ces styles qui en découlent, et ça c'est vraiment top. Ouais, exactement. Enfin, ça c'est quand même un genre qui offre une pluralité dans les récits qui fait plaisir à voir. On peut avoir des histoires de n'importe quel type, comme le comics que tu as choisi, celui que tu aimes dans les ténèbres, qui mélange romance et horreur, qui est un genre qu'on n'a pas tous les jours. Ça fait plaisir de voir que des auteurs se permettent autant de liberté. Et des fois, c'est raté, mais c'est pas très grave. Le principal, c'est d'essayer. On préfère toujours un récit un peu raté, mais qui a tenté quelque chose, plutôt qu'une énième série moyenne d'avoir une proposition, en fait, parce que surtout pour nous qui lisons énormément de comics, le problème, c'est d'avoir ce flux, d'avoir autant de propositions, font que si ça se dégage pas, s'il y a pas quelque chose d'innovant, même si c'est un peu raté à la fin, même si peut-être la conclusion n'est pas à votre attente, on va s'en souvenir. Moi, la tonne de comics que je me lis de Batman, j'ai beaucoup de mal des fois de différencier certains runs parce que ça m'a pas marqué, le traitement de ce personnage-là, l'univers, le méchant, voilà. Donc c'est vraiment important aussi de se dire, même si pour certains c'est pas un coup de cœur celui-ci, ou pour certains ça n'a pas exploré comme vous voulez le genre horrifique, c'est aussi une proposition et c'est aussi nouveau sur le marché. Voilà. Finalement, même s'il existe depuis longtemps, on en a parlé avec Le Tombeau de Dracula, ça fait quand même depuis 4 ans, je crois. Puis il y a de plus en plus de comics horrifiques. Voilà, c'était pas vraiment le cas avant. Et même autour de nos super-héros, tu vois. Je pense à Batman avec la nuit des monstres, qui explore aussi le côté horrifique. T'as eu un Batman vampire aussi. Donc c'est aussi cool de sortir ces héros-là pour les mettre dans ce style-là. Tout à fait, ouais. On va passer à nos coups de cœur. Ouais. Super.
Et du coup, Marceau, on va commencer par toi. Alors, t'as un peu triché, il n'y a pas que du comics, mais c'est pas grave parce que ça, c'est vrai qu'on n'a pas encore communiqué sur les réseaux, mais ça ne saurait tarder. Mais on ouvre la proposition aussi au manga. Et notamment, là, t'es parti sur un manga de chez Mangetsu. Donc, finalement, t'es 100% corporate Sullivan. Sylvain Rouen, si tu nous entends, si tu nous vois, aime-nous, hein, parce que Marceau, il a pas fait, t'as pas fait exprès non, en plus. Pas fait exprès, non, mais oui, c'est vrai. Du coup, The Plot chez iComics et là, tu as Tomie de Jujutsu chez Mangetsu. Alors du coup, The Plot comics pour le coup, pas manga, mais on va suivre la famille, les héritiers de la famille Mackenzie, où il y a eu un décès récemment, et il va commencer à se passer des choses un petit peu étranges autour de leur vie. Il y a toute une histoire autour de l'entreprise familiale, qui est une grosse entreprise dans le domaine pharmaceutique, et il va y avoir commencé à avoir quelques événements un peu surnaturels qui va se passer autour d'eux. On va chercher à démêler tout ça, qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui n'est pas vrai. C'est un récit qui marche très très bien, j'ai trouvé. Franchement, ça m'a fait quelque chose en le lisant. J'ai trouvé ça, qu'il y avait une vraie ambiance installée. Et ça marche très très bien. Il y a aussi des couleurs assez pertinentes. Enfin, on le voit dans la couverture, qu'on retrouve aussi dans les pages, qui t'emmènent dans une sorte d'ambiance un peu poisseuse, un peu visqueuse, où t'es pas à l'aise, et en même temps, c'est le sentiment un peu horrifique que j'aime bien. T'es pas à l'aise, mais t'as envie de continuer. Parce que tu te dis, mais où va m'emmener cette histoire, même le traitement des personnages, le dialogue et tout. Ouais, j'avais beaucoup apprécié ce titre. On est un peu au croisement d'un Lovecraft et d'un polar. Il y a beaucoup d'éléments qui sont inspirés de Lovecraft, on a l'impression, mais aussi pas mal de polar dans le sens où on va suivre cette famille. Ça va vraiment être l'histoire d'une famille et de leur entreprise, de qu'est-ce qui a mal tourné, à quel moment, et il y a vraiment beaucoup de choses intéressantes. Ça me fait aussi penser dans le style un peu famille, et on aurait pu aussi en parler parce qu'il y a un peu d'horreur pour moi dans ce comics-là. Pareil, édité chez iComics, Lock and Key. Ouais. Dans Lock and Key aussi, on a ce style-là une des plus grosses séries d'horreur en comics. Complètement. Qui a une adaptation en télé, du coup, qui a, ça je peux pas en parler non plus. Faire partie faire parler du comics. Oui, c'est vrai. Mais là, sur l'horreur, la série, on n'y est pas. Hein. Non, là, parce que pour moi, étant flippette, là, je n'ai pas eu peur une seule fois. Non, la série est un petit peu ratée, mais par contre, le comics, est vraiment assez important pour le comics d'horreur, et son auteur aussi, Joe Hill, est un des noms les plus importants pour le comics d'horreur. Complètement. Et tout à l'heure, je vous parlais du label du côté Urban Comics avec le Hill House Comics. Ça vient de ce nom de famille-là. Joe Hill a voulu un peu mettre en exergue tout ce pan horrifique dans le comics. Donc The Plot aussi, je valide complètement. Ouais. Et du coup, mon second choix, un manga, comme on l'a dit, une fois n'est pas coutume, mais Tomie de Junji Ito. Alors, si j'avais pu, j'aurais pris un peu toute l'œuvre de Junji Ito, parce que je trouve que c'est un excellent auteur. On a aussi à côté un autre titre qui s'appelle Les Chefs-d'œuvre aussi, et puis il a fait le Frankenstein. Ouais, l'adaptation de Frankenstein, et du coup, là, Tomie va publier chez Mangetsu, et on va suivre l'histoire d'une jeune lycéenne qui est morte et qui revient un jour dans son lycée alors que personne ne comprend pourquoi, et elle va commencer à subjuguer un peu tout le monde. Tout le monde va être interloqué par cette personnalité, sauf que tous ceux qui s'en approchent ont un peu tendance à mourir dans des situations plus ou moins étranges, et on va suivre vraiment ce personnage. C'est un manga qui prend au trip, quoi. On a une ambiance très 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 bizarre, très très malsaine, et même des fois graphiquement il y a des choses assez marquantes. Faut s'accrocher, hein. Moi je sais que je l'ai pas encore lu, mais j'avais feuilleté un petit peu parce que j'aime bien suivre ce que fait Mangetsu, et j'aime bien globalement le travail éditorial de Sullivan, et c'est peut-être pour ça, parce que je l'ai pas encore lu, mais il y a certaines planches qui est effrayante. Enfin, au niveau de la lecture horrifique, on est complètement dedans. Des corps découpés, des corps qui s'étendent. Enfin voilà, on est sur quelque chose presque du body horror. Ouais, voilà, exactement. On se rapproche vraiment de l'horreur japonaise et un peu l'horreur coréenne, je trouve, avec des personnages comme des films comme The Grudge, The Ring, des ambiances un
un peu comme ça, malsaines, qui en plus mettent des éléments bizarres graphiquement, quoi, et qui te font qu'à un moment, genre, t'es obligé de te cacher l'œil parce que t'as mal pour le personnage. Ouais, il y a une sorte d'implication aussi du lecteur pour ces personnages-là qui en plus ne méritent pas forcément la mort. Mais ça, c'est souvent dans les souvent les personnages dans les films d'horreur ne méritent pas ce qui leur arrive. Et je trouve que c'est vraiment très difficile de vraiment faire peur pour de la BD, et là ça marche très très bien. Donc, vraiment ça marche très très bien pour ceux qui aiment les films d'horreur en général, pour ceux qui aiment se faire peur. Ça c'est un récit qui vraiment fait assez peur, comme tous les récits de Junji Ito. Oui, c'est un peu le maître de ce style-là au Japon. Pour moi, ouais, j'imagine que je suis pas un grand spécialiste du manga, mais pour moi, c'est clairement un des auteurs les plus importants en termes horrifiques. Ok, super. Du coup, à mon tour, je vous propose 2 titres là du côté de chez Urban Comics. Je commence avec celui-ci, Something is Killing the Children, qui est un coup de cœur pour moi, qui est vraiment génial, du scénariste James Tynion Ford. Et on va suivre Erika, chasseuse de monstres dans un ordre qui est exploité aussi dans un titre. Il y a une sorte de spin-off qui est sorti, qui est House of Slager, qui est en gros l'ordre où elle va apprendre à tuer les monstres. Notamment, si vous pouvez constater sur la couverture, elle porte un masque, et ça permet de l'identifier et de voir des grades différents dans cette loge-là, si on peut dire. Et Erika va arriver dans une ville. Elle va rencontrer un jeune garçon qui s'appelle James de souvenir, et il se passe dans cette vie des meurtres affreux, des disparitions, où ces monstres-là ne tuent que les enfants. C'est ça, exactement. Donc il y a une vraie disparition, et sur les plans et sur l'action du monstre sur ces jeunes enfants, c'est juste sans pitié, quoi. On a une explosion de sang, on a vraiment le côté violent, le côté brutal, et la mort. Et surtout, ce qui est assez effrayant, c'est que dès les premières pages de l'histoire, James est témoin de ça. Et c'est pour ça qu'Erika va finalement le prendre un peu sous son aile, parce que lui est complètement sous le choc. Un peu contre son gré. Au début, c'est ça. Mais il va vite ne pas avoir le choix. Et ce que j'aime notamment, hors tout le pan horrifique et le sens du rythme, des dialogues et une sorte de rapidité sur l'action, mais qui est justifiée, c'est le renversement des rôles, où on a cette fois-ci une jeune fille, toute menue, une blonde, tu la regardes comme ça sans son masque, tu te dis pas qu'en fait elle a une rage intérieure, qui est expliquée ensuite dans le tome 4, qui revient sur son enfance, et dans le spin-off que je vous parlais tout à l'heure, parce qu'elle-même a connu ces monstres-là étant petite, qui ont tué ses parents. Elle est incroyable, mais c'est elle qui a la force brutale, c'est elle qui a toute cette violence, d'autant plus qu'elle rentre dans un style qui est souvent donné aux hommes, d'être je pense un peu à Terminator ou d'autres héros qui parlent pas, tu vois, qui est assez muet, qui est pas forcément très bavard, mais qui est actif et qui est dans l'action. C'est elle comparée au petit garçon qui est complètement affolé et qui sait pas quoi faire. Il y a des planches où il pleure parce qu'il est perdu dans cette histoire-là. J'aime beaucoup ce renversement des rôles-là. Pour moi, c'est un personnage féminin dans les comics qui est fort, qui mérite d'être reconnu, parce que même si elle est dans ce truc brutal, il y a des moments d'émotion, il y a des moments de flashback. Il y a aussi cette chose intéressante qui ramène à l'enfance, où chaque chasseur a tué un monstre et du coup a ce monstre-là dans une peluche, ou en tout cas globalement dans une peluche. Dans une peluche. C'est ça, quelque chose qui permet de le garder, et qui a un peu une sorte de mascotte, si je peux dire. Et le fait qu'elle a un monstre en peluche, ça ramène complètement au paradoxe. Et paradoxe de ce personnage-là, qui reste encore une adolescente et qui est constamment dans la frontière entre être adulte, être une tueuse, et être encore une enfant qui pleure et qui a mal par rapport à ces monstres-là. Ouais, tout à fait. Je trouve que c'est un comics assez
étrange au premier abord parce que surtout le masque qu'il porte fait qu'on sait pas vraiment de quel camp ils sont au départ. Ouais. Les chasseurs de ceux du coup dont on apprend que ce sont des chasseurs de monstres avec ce masque avec des espèces de dents dessus qui fait vraiment très peur. Ouais. Quand on voit pour la première fois surtout la couverture du tome 1, si on lit pas la quatrième de couverture, honnêtement on peut se demander si c'est pas elle qui justement tue la Something qui tue les enfants. Ouais. Et ça marche très très bien. J'ai beaucoup aimé les premiers numéros, la suite aussi, mais les premiers numéros où ils sont très très forts. On connaît pas encore trop l'univers, ils sont vraiment assez puissants, j'ai trouvé. Ouais, complètement. Puis après, au niveau du dessin, au niveau de la couleur, il y a une sorte de symbiose et de synergie qui marche très très bien. Tout à fait. Autre titre, tu le mentionnais tout à l'heure, on est sur une autre ambiance. Hein. Là, il n'y a pas forcément de grosses tueries, de tueurs en série ou de monstres. Enfin, si, peut-être un peu. C'est celui que tu aimes dans les ténèbres. Zut, j'ai oublié le scénariste, mais je le connais bien. Scotty Young, je le connais bien. On prend des cafés tous les jours ensemble. Scotty Young que j'aime beaucoup parce qu'il a fait aussi d'autres titres côté Urban Link et Urban Comics. Plutôt côté jeunesse. Voilà, c'est ça. Et là, on est sur l'histoire d'une jeune artiste qui perd l'inspiration, qui n'arrive plus à faire ses illustrations, en tout cas essayer de lancer une nouvelle collection parce que son agent l'appelle et lui dit voilà, est-ce que tu l'as fait, nanana. On est sur un peu ce syndrome de la page blanche pour des auteurs. Et puis elle prend une maison qui va être un peu son lieu de création. On lui dit c'est un peu une maison hantée, bon c'est pas grave, elle vit là-bas et puis très très vite il y a une sorte d'ombre, elle sent qu'il y a une présence, elle lui parle sans penser que la présence va à un moment lui demander de lui répondre, ce qui est le cas. L'ombre, si on peut lui dire, ce fantôme lui répond et très vite elle y trouve du réconfort, très vite finalement l'inspiration va venir de lui. Sauf que on part un peu sur une romance morbide. Voilà. Je pense que derrière ça, à un moment donné, j'ai eu un peu du mal parce qu'il y a une sorte, au fur et à mesure de cette relation, quelque chose qui s'apparente à un pervers un peu narcissique parce que finalement, elle est oppressée par cette ombre-là et tout de suite, elle va devenir une possession. Mais au final, on a aussi un retournement de situation avec l'aspect hyper horrifique d'un combat où elle se réveille et pour essayer de sortir de cette emprise. Et j'ai vraiment bien aimé cette histoire. J'ai notamment adoré le dessin. Je mettrai des pages lors de mon super montage. Le dessin est incroyable et finalement très peu de dialogue aussi parce que voilà, elle discute peu avec cette ombre. Enfin, il y a quelque chose qui s'apparente plus à un jeu de corps et à une présence. Mais par contre, le côté noir, un peu violet de ce fantôme-là, ces planches-là où elle essaye de retrouver un peu l'inspiration. Enfin, franchement, c'est vraiment très 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 beau. Ouais, je suis totalement d'accord. C'est très 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 beau. J'ai été honnêtement plus séduit par le dessin que par l'histoire. Oui. Je trouvais l'histoire un petit peu rapide en fait. Oui, ça aurait mérité presque un peu plus de chapitres. Oui. Mais sinon, à part ça marche vraiment très bien et surtout le dessin est magnifique. Oui. Je pense que limite ça peut franchement se lire sans dialogue, se contempler. Et ça c'est aussi important. Je sais que on avait fait une interview sur Batman Legend avec un dessinateur et un scénariste et souvent il disait que lui il avait un peu du mal des fois parce qu'il fait du dessin réaliste. Donc c'est Anthony Jean qui est franchement allé voir son travail parce que c'est magnifique et qui dit finalement quand on lit des comics on lit et on prend jamais vraiment le temps de bien voir les planches et là c'est quelque chose que vous pouvez faire vraiment évidemment sur d'autres titres tout aussi bien ce titre là qui est vraiment très beau mais là il y a quelque chose vraiment de spécial au niveau de l'atmosphère. Donc voilà, c'est un peu les lectures comics, mais évidemment il y en a plein d'autres. On cite Lock and Key, il y a toute la collection de Hill House Comics aussi à découvrir. Et donc je pense qu'on a bien fait le tour pour cette vidéo. Ça me semble pas mal. Super, on va aller se démaquiller.
Ou non, on va rester comme ça toute la Ouais, journée, toute la journée, à la librairie. C'est ça. Bah écoutez, je vous dis merci. J'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, voilà, on a investi un peu de temps, de visage et de travail pour vous proposer cette critique du film Werewolf by Night et cette histoire du comics horrifique avec nos lectures. Merci Marceau. Merci à toi. Je t'en prie. Merci à notre maquilleuse qui a fait un superbe travail. Oui, c'est vrai, on la mentionnera sur les réseaux, mais franchement, elle a été très très top et à l'écoute pour nos demandes un peu spéciales. Et n'hésitez pas du coup à répondre en commentaire à vous aussi vos lectures un peu horrifiques, ce que vous avez pensé du film. Et puis on se dit à bientôt. Salut.